Bonjour, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour l'opportunité de vous parler des kératoplasties dans le kératocorps. Il faut savoir que concernant les indications, classiquement, c'est des indications anatomiques. Donc, chaque fois qu'il y a des opacités de l'apex, une kératoplastie est indiquée dans le kératocone et surtout si cela fait suite à un épisode de kératocone aigu. Mais actuellement, les indications sont beaucoup plus d'ordre fonctionnel en se basant sur la vision du patient. Donc, dans des cas avancés comme celui-ci et en l'absence d'opacité de la cornée, une kératoplastie peut être indiquée s'il y a échec des autres méthodes qui sont plus conservatrices. Et je note particulièrement l'utilité des lentilles sclérales qui peuvent donner de bons résultats, même dans des cas avancés comme celui-ci, avec un kératocone du stade 4. On va tout d'abord parler de la greffe transluxante. Il faut savoir que la greffe de cornée donne beaucoup plus d'astigmatisme résiduel dans le kératocone comparé aux autres indications, et ceci pour trois raisons principales. Tout d'abord, c'est la trépanation ovalaire qui va aboutir à un bombement de la cornée sur l'axe, le plus grand axe de la trépanation. La raison de cette ovalisation, c'est le fait que le trépan va couper plus large dans les zones de faible résistance, c'est-à-dire les zones les plus minces qui sont plus atteintes par le kératocone. Donc, vous voyez ici, en supérieur, la cornée est d'épaisseur normale, alors que en bas, la cornée est ultra mince avec une trépanation ovalaire et oblique. Ceci est démontré de façon plus évidente quand on met les points cardinaux. Donc là, vous voyez la trépanation ovalaire. L'autre cause d'astigmatisme résiduel, c'est la trépanation décentrée, surtout qu'on va utiliser une trépanation manuelle. Le trépan a tendance à glisser et se centrer sur le kératocone, aboutissant à des résultats comme celui-ci, qui sont source d'astigmatisme avec aplatissement sur l'axe de décentrement. Et enfin, la grande cause d'astigmatisme résiduel, c'est l'amincissement du receveur qui est source d'aplatissement. Ceci est un exemple typique pour illustrer ce phénomène. Donc là, vous voyez un kératocone du stade 4 de siège inférieur. Et après ablation de suture, on voit ici l'apparition d'un astigmatisme géant avec aplatissement sur l'axe vertical. Et la raison de cet astigmatisme n'est pas la récidive du kératocone, mais c'est plutôt la progression du kératocone en périphérie. On voit ici l'amincissement inférieur comparé à l'épaisseur du greffon d'honneur, et c'est celui-ci, cet amincissement, qui est source de cet astigmatisme géant. Donc, c'est pour cela qu'il a été recommandé, dans le cas du kératocone, d'utiliser une trépanation manuelle, mais plutôt d'utiliser des trépans aspirateurs ou le laser femtoseconde. Donc là, je vous montre ici la trépanation par laser femtoseconde qui commence ici en haut
parce que la cornée est plus épaisse, et progresse ensuite en temporal inférieur, là où il y a le siège du kératocone. Donc là, on va disséquer les derniers pans résiduels. Et déjà, on voit ici qu'on a une meilleure qualité de trépanation. Et surtout après avoir soulevé la cornée, vous voyez ici qu'on n'a pas le phénomène d'ovalisation qu'on voyait avec la trépanation manuelle, avec des bords qui sont très réguliers, même dans la zone amincie du kératocone, et avec une excellente congruence entre le donneur et le receveur. Alors, ceci est nos propres statistiques. Et donc là, nous avons comparé entre la greffe lamellaire et la greffe transfixante en utilisant la technique manuelle et la technique femtolaser. Donc, il y a un point commun entre les différentes techniques, c'est que avec les sutures en place, l'astigmatisme moyen est faible et qui va nettement augmenter après l'ablation des sutures. Et ceci est une raison très simple parce que les sutures, surtout le surjet, va créer un limbe artificiel qui va isoler le greffon central de la périphérie. Donc, à l'ablation des sutures, l'amincissement de la périphérie va entraîner un astigmatisme à type d'aplatissement, comme nous avons vu précédemment. L'autre constatation, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre la technique manuelle et la technique femtolaser. Ceci a été retrouvé pratiquement par tous les acteurs, même en utilisant des découpes latérales plus sophistiquées à type de mushroom, zigzag ou top hat. Alors, une façon de résoudre ce problème, c'est de faire des greffes plus larges, mais il faut savoir qu'il y a un diamètre à ne pas dépasser, parce qu'au-delà de 8,25 mm, le taux de rejet est nettement plus élevé. L'autre grand problème des greffes transfixantes dans le kératocone, c'est l'appauvrissement de l'endothélium au long cours. Vous voyez ici qu'au bout de 10 ans, pratiquement tous les patients ont moins que 1000 cellules par millimètre carré, et ceci en l'absence de tout épisode de rejet endothélial. À l'opposé, dans les greffes lamellaires, nous avons un comptage endothélial qui est stable et dans les limites de la normale. Donc, ceci nous amène à parler de la deuxième technique de greffe dans le kératocone, à savoir les greffes lamellaires. Alors, le problème des greffes lamellaires et surtout la technique d'Alk, c'est son manque de précision. Donc, quand on va injecter l'air pour séparer l'endothélium du stroma, soit on va être trop profond et on va perforer, comme dans ce cas-là, soit on est trop superficiel, on va juste créer de l'emphysème cornéen et on est obligé de terminer la dissection de façon manuelle, aboutissant à une interface de mauvaise qualité. Donc, c'est pour cela qu'il est très important de pouvoir façonner la grosse bulle, parce que c'est elle qui va permettre une séparation entre le stroma et l'endothélium. Et il y a une très belle étude expérimentale de l'usine qui a montré que le fait d'injecter dans les 100 microns postérieurs de la cornée va entraîner la formation de grosses bulles, donc pratiquement 100% des cas. La technique a aussi bénéficié d'une meilleure compréhension de l'anatomie de la cornée. Comme vous le savez, récemment, une nouvelle couche a été décrite, la couche de Dua, qui est située entre le stroma profond et la desmette.
Et il y a deux types de bulles. Une au-dessus de la couche de Dua au type 1 qui est pratiquement constante dans les kératocones, dans pratiquement 99% des cas. Et la type 2 qui est entre la couche de Dua et la desmette et qui est vraiment rare dans le kératocone, seulement en 1% des cas. Dans certains cas, on en a même deux types de bulles. Donc, type 1, couche de Dua, qui a un aspect réticulé, et type 2, au-dessus de la desmette, qui a un aspect plus lisse. L'avantage de la type 1, c'est que la couche de Dua est très résistante, donc le risque de perforation est vraiment minime, alors qu'il est élevé dans la bulle de type 2. Donc, comme nous avons vu, c'est important d'injecter dans les couches postérieures de la cornée. C'est pour cela qu'actuellement, nous préférons une technique assistée au femtolaser. Donc, nous faisons des coupes qui va laisser au moins 100 microns de stroma au point le plus mince de la cornée. Donc, c'est très facile de soulever le capot cornéen. Et là, on va injecter en périphérie grâce à une aiguille. Donc, je préfère l'utilisation d'une aiguille parce que ça donne une injection qui est plus étanche. Et là, on est sûr d'injecter dans les couches très postérieures de la cornée. Et dans pratiquement 85% des cas, nous obtenons une grosse bulle. Donc, c'est une bulle de type 1 avec son liseré blanchâtre caractéristique. Alors, personnellement, j'utilise une technique non préférente. Donc là, on a perforé le dôme de la bulle et nous avons accès ici à l'espace au-dessus de la couche de Dua. La dissection se fait en périphérie, comme vous le voyez ici, avec des simples ciseaux cornéens, puisque la dissection a été faite en totalité par la grosse bulle. Donc, nous procédons de la même façon, de façon circulaire. Donc là, je vous montre le dernier cadran. Et ainsi, nous nous retrouvons directement au-dessus de la couche du Dua avec son aspect réticulé caractéristique. Donc, cette mise à nu à la desmette est très importante et elle est obtenue dans 94% des cas dans la technique femto versus seulement 60% des cas dans la technique manuelle. Alors, c'est très important d'atteindre la couche du Dua ou la couche de desmette pour justement avoir une qualité de vision qui est similaire à la greffe transfixion. Et là, vous voyez la meilleure vision corrigée, aucune différence entre la technique lamellaire et la technique transfixion. Et donc, pour conclure, concernant les kératoplasties dans le kératocone, il faut savoir qu'il y a plus d'astigmatisme résiduel dans le kératocone et la cause principale, c'est l'amincissement périphérique qui continue avec le temps, parfois sur plusieurs années après la greffe, qui peut aboutir à un astigmatisme géant, comme c'est illustré dans cette OCT cornéenne. Concernant la greffe transfixiante, elle a le grand inconvénient d'entraîner une perte accélérée de l'endothélium. Et donc, souvent, les patients, au bout de 10 ans, se retrouvent en dessous de 1000 cellules par millimètre carré. La greffe lamellaire est devenue actuellement un standard médical chaque fois qu'elle est possible techniquement. Elle a beaucoup bénéficié d'une meilleure connaissance de l'anatomie et aussi de l'apport du laser femtoseconde pour justement obtenir la grosse bulle lors de l'intervention. Quel est le futur? Je pense que le futur sera une trépanation qui est customisée, car comme vous le voyez ici,
l'épaisseur de la cornée en périphérie est très variable sur 360 degrés. Donc, dans des cas, nous avons le greffon qui est plus épais que l'anneau receveur, ou dans certains cas qui ont la même épaisseur. Donc, ce serait intéressant de faire une trépanation qui est guidée par carte pachymétrique. Et une fois que nous avons un excellent résultat post-opératoire avec un stigmatisme modéré, de fixer ce résultat-là en utilisant aussi un cross-linking customisé. Merci pour votre attention.